L'abandon de l'habitat est un sujet relatif de l'histoire des peuplements et des paysages qui est observable dans un spectre des plus étendus dans l'espace et dans le temps, mais dans cette vidéo on va voir ce qu'il en est en particulier en Alsace à la fin du Moyen-Âge, donc du XIIIe au XVe siècle. Alors pour voir les causes et phénomènes de l'abandon de l'habitat en Alsace au Moyen-Âge tardif, il faut commencer par un petit peu contextualiser le sujet. Une population croît lorsqu'elle n'a pas de problème existentiel grave, c'est-à-dire quand elle a de quoi manger, et quand elle a des situations qui ne la perturbent pas, c'est-à-dire un climat agréable, des récoltes abondantes, donc pas de perturbation, et si possible la paix. Et effectivement, cette configuration-là, entre l'an 1000 et 1300, on l'a en Occident. À la fin du XIIIe siècle, on a donc un pic de développement du Moyen-Âge qui est atteint. Ça culmine donc avec la construction des cathédrales et l'épanouissement des villes. On arrive alors à une notion de monde plein, les espaces sont saturés et il y a une pression démographique qui pousse à la création de nouveaux fronts pionniers. Ce dépassement, ce surdéveloppement, il arrive car on a des conditions qui sont plus favorables et qui provoquent une multiplication de l'habitat. Ce que l'on peut dire à propos des villages disparus, c'est que finalement, dans la plupart des cas, ce ne sont même pas des villages qui ont existé, ce sont des villages avortés, ce sont des villages qui étaient en devenir, et qui, pour de très nombreuses raisons, ont dérapé, se sont atrophiés, ne se sont pas développés. Donc c'est en gros un phénomène de déprise qui affecte des paysages, et surtout des paysages qui sont des fronts pionniers. Les traces de ces sites disparus et comment les retrouver justement. Alors il faut faire concorder des éléments qui proviennent de différents champs et domaines d'expertise. En effet, plusieurs disciplines ont leurs compétences à apporter. Purement en histoire, on va avoir des docs d'archives qui vont pouvoir aiguiller les recherches sur le terrain, donc des plans de finage, des parcellaires, qui vont pouvoir être mis en corrélation avec des documents plus récents comme des cadastres napoléoniens, et d'autres cartes diverses avec mention de lieux-dits par exemple. Ces derniers vont pouvoir montrer des indices topographiques et de division, de délimitation de terrain. Mais aussi le fait que ce soit resté force et que ce ne soit pas devenu Dorf, par exemple, c'est aussi très révélateur. Effectivement, dans des régions comme l'Alsace, la toponymie peut apporter des indices dans les noms mêmes des lieux. Cependant, il faut rester vigilant car l'orthographe peut être volatile et trompeur. L'enquête commence par l'étude de documents à la mairie. Aussi, on rencontre et on discute avec les locaux. Certains peuvent apporter des témoignages et des anecdotes. Il s'agit de faire une ethno-histoire, de récolter les manifestations du folklore local. Sur le point de vue archéologique, en faisant de la topographie, en étudiant le terrain, on va pouvoir voir toute l'ossature du terroir se dessiner. On peut donc voir des anomalies, des marques laissées par des anciens tracés d'enceintes, de fossés, et encore souvent la présence de convergences de chemins. Il faut également noter l'avantage apporté par les nouvelles technologies et techniques, surtout les photos aériennes, maintenant avec l'utilisation de drones, et particulièrement le LIDAR, l'imagerie laser. On déshabille le paysage, on arrive à faire disparaître la couche végétale, c'est génialissime. Encore souvent, sur des sites d'habitat disparus, on va pouvoir voir des bâtiments isolés comme des chapelles. Également, la présence de petits tessons de poterie, de déchets divers peut être indicateur et peut apporter des indices supplémentaires. Il y a des tas d'indices là, qui sont assez rigolos. Vous vous promenez dans la nature, vous trouvez des morceaux de tuiles. Les morceaux de tuiles, ils ne sont pas venus tout seuls. Du coup, peut-être que ça vous renvoie à un habitat qui a disparu. La question de savoir quand, comment, c'est excitant. Cependant, chaque méthode a ses limites. Les légendes et le folklore local, qui apportent surtout un récit romancé, notamment concernant les catastrophes et les guerres. Aussi, les cartes anciennes sont rares et incomplètes. On a globalement très peu de datations précises, et les éléments sont généralement situés dans une fourchette de temps assez large. Les opérations sur le terrain demandent aussi des moyens conséquents. Il faut donc avoir un regard élargi qui permet une enquête interdisciplinaire, croiser les données historiques et les placer dans l'espace sur le terrain tout en prenant en compte les évolutions de ces derniers à travers les siècles, aussi bien causées par la nature que par l'homme, mais aussi prendre en compte l'historique des relations et des dépendances du contexte régional. Alors, si effectivement il est difficile de dater précisément les abandons d'habitat, on remarque quand même un pic de ces abandons dans la première moitié du XIVe siècle. C'est une
crise, alors, la crise, elle peut avoir trois causes distinctes, une crise économique, une crise guerrière et une crise d'écosystème, une catastrophe naturelle. On a plein dedans. Sachant qu'il y a ces trois sources possibles, laquelle est prédominante? Alors, les raisons d'abandon, il y en a plusieurs. On va avoir des causes profondes, donc qui vont être les crises de la fin du Moyen Âge. On passe de conditions favorables à des conditions défavorables. Le climat se détériore. C'est entre autres la fin de l'optimum climatique médiéval. On a donc des dégradations des conditions de vie de la majorité des paysans, notamment les paysans céréaliers, un sentiment d'insécurité générale renouvelé. L'apparition de ces crises cause donc une régression, un coup de barre soudain après une période plus optimiste, où on n'est plus en mesure de se soutenir. Il peut aussi y avoir une cause tangible, souvent soudaine et brutale, provoquant une chute dans une situation déjà défavorable. Ça peut être le tarissement d'une source, des inondations ou bien des incendies, des famines comme des épidémies, et également les guerres, dont le rôle a été certes surestimé, mais ces dernières participent tout de même au recul démographique et au sentiment d'insécurité et d'instabilité généralisée. Les disparitions de villages en elles-mêmes, souvent elles se font parce qu'il y a un mauvais site d'implantation qui a été choisi, c'est souvent en montagne ou en zone de friche. On a donc alors un village jeune qui est avorté, souvent moins d'un siècle après sa fondation, car il s'est montré trop pauvre quand les conditions se sont progressivement durcies. En contraste avec des zones plus riches et attractives ou fertiles, comme les plaines ou les villes, où par phénomène de concurrence, il y a des migrations qui vont se faire sur une période étendue, parfois même en plusieurs phases, vers ces dites zones car elles vont proposer plus d'opportunités. Les troubles de la fin du Moyen-Âge créent une tendance générale à se regrouper. Nombreux éléments d'aspect économique, sociétal, politique s'entre-influencent dans un contexte général de crise et d'évolution de l'environnement et du terroir. Il s'agit de mesurer le rôle que joue chaque aspect en cause pour chaque cas d'habitat abandonné étudié. Quand un village comme ça, relativement isolé, reste atrophié, bon, il a quand même une certaine utilité. Il va peut-être pas être abandonné. C'est-à-dire que malgré tout, on va quand même garder quelques maisons. Il y a un lieu qu'on peut abandonner, mais qui continue à avoir un certain rôle dans l'imaginaire des gens. Des localités avec des églises à la périphérie. Il y a un cas connu, c'est les hommes du navire, où on a une église qui est entourée par un cimetière fortifié. Alors par contre, on peut parler de disparition temporaire et de disparition définitive. Souvent, en cas de catastrophe, donc comme un pillage ou une inondation, on peut se relever. Les villages sont construits dans les hauteurs, on peut refaire les cultures. Aussi, on a certes peur des raids privés, d'autant plus que les armées se rabattent sur les petits villages, car les villes, elles, sont fortifiées, mais il n'y a aucun intérêt à raser complètement un village pour un occupant. On a donc de nombreuses situations qui sont réversibles. Attention également à ne pas avoir un regard trop centré sur notre époque. Au Moyen Âge, il pouvait y avoir l'existence d'un habitat naturellement éphémère. On note le caractère mobile de certaines maisons, aussi la fermeture de sites comme des mines, des verreries, des scieries, veut juste dire souvent qu'ils se sont déplacés dans une autre location. Fréquemment, on a une réutilisation et une transformation d'un site plutôt qu'un réel abandon total. Ceux qui ne quittent pas les campagnes pour aller en ville s'y réorganisent et reconcentrent aussi leur habitat. Peut-être est-ce là le signal d'une généralisation de nouvelles structures agraires. Par exemple, la viticulture s'épanouit malgré tout à cette période des XIIIe-XIVe siècles, notamment avec l'arrivée d'anciens céréaliers. Souvent, quand une agglomération comme un village disparaît par exemple, il y a des éléments qui restent. On a beaucoup de chapelles en pierre qui transcendent les habitations en bois dans le temps pour devenir un lieu de pèlerinage ou devenir une enceinte fortifiée. Donc avec un enchâtellement, à savoir que la paix de Dieu est censée offrir une immunité ecclésiastique et une certaine sécurité dans ces lieux, ou même redevenir progressivement une habitation ou bien de simples pâturages. Alors on va maintenant évoquer un exemple concret pour mettre en pratique ces indices et éléments. Le cas d'étude spécifique de l'Elmerforst, c'est le cas le mieux documenté en Alsace, notamment grâce aux travaux de M. Boris Dottori. C'était un village construit sur un front pionnier, avorté, et dont les restes sont rachetés monceau par l'œuvre Notre-Dame, qui en fait par la suite une maison forestière pour exploiter le bois. Le sol présente plusieurs couches de phases de défrichement, puis de reprises successives de la forêt. En échangeant sur place avec M. Bischoff, on émet des hypothèses quant à la disposition du terrain. Ayant repéré la source en hauteur, on peut imaginer que ce réservoir fut construit pour la capter et contrôler son débit afin d'alimenter une roue et faire fonctionner une scierie. L'idée étant d'optimiser la production de bois en envoyant les planches déjà découpées à Strasbourg. Il s'agit de lire le temps dans l'espace.
Ces travaux d'enquête répondent souvent à bien plus que l'histoire d'un cas isolé, mais aussi beaucoup sur les flux et leurs mutations, sur la société et ses restructurations au fil du temps. On peut également faire un parallèle avec le contemporain. On a donc des phénomènes d'abandon qui sont liés à une période de troubles économiques, politiques, climatiques, causés en partie par notre propre manque de recul et d'une planification durable et clairvoyante lors de la dernière période de croissance intense soudaine. C'est en fait un peu comme les petites supérettes traditionnelles et les stations-service, remplacées par les grandes surfaces et des HLM construits dans la hâte pour répondre à un certain rythme de développement.